Merci Nicolas, c'est à Bon, toi. merci Hervé. Effectivement, comme tu étais aussi présent, tu pourras intervenir si tu veux compléter ou corriger. Donc, la conférence Barbac, c'est quoi? C'est une conférence qui vient de se créer, puisque cette année, c'était seulement la deuxième édition. C'est une conférence qui se déroule un samedi. Alors, historiquement, enfin l'année dernière, c'était à hier. Cette année, ils ont dû déplacer à la dernière minute parce que tout le personnel du centre de vacances avait le Covid. Donc, ça s'est fait au Palais Neptune à Toulon. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Il a fallu quand même changer toutes les réservations d'hôtels, etc. à la dernière minute. L'intérêt de le faire à hier dans un centre de vacances, c'est qu'il y avait un barbecue en même temps que le CTF. Cette année, effectivement, c'était plutôt des planchas et du traiteur, mais il n'y a pas eu de feu à flamme ouverte. C'est une conférence qui regroupe à peu près 300 participants. Alors, j'ai pas les chiffres de l'année dernière, mais cette année, c'était à peu près 300. Il y a une journée de conférence, ensuite 3 workshops d'1 heure en parallèle en début de soirée, et ensuite une nuit, enfin un CTF qui dure, donc un capture de flag, un concours de sécurité qui dure jusqu'à 6 heures du matin. Un format assez classique, hein, c'est celui qu'on retrouve aussi à Grehac et d'autres conférences similaires. Donc les présentations. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la plupart des présentations étaient très orientées aux INT, donc Open Source Intelligence, collecte d'informations, de renseignements en source ouverte. Il y avait quand même aussi des présentations techniques hein, de reverse engineering et autres. La première, c'est une présentation sur les attaques liées aux outils de sécurité. Donc, le présentateur a pris quelques exemples. Le plus intéressant, c'est celui de Bloodhound, par exemple, qui est un outil d'audit Active Directory que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, il a démontré que il y a des failles de sécurité dans cet outil, qui sont d'ailleurs connues et parfaitement documentées sur GitHub, et qui permettent, par exemple, si vous créez des comptes spécifiques dans votre AD, d'avoir des failles dans le poste de l'auditeur qui a lancé l'outil contre votre AD. Alors, je me souviens plus de la faille de mémoire. Il me semble que c'est en créant un compte utilisateur avec des propriétés spécifiques. En fait, on peut déclencher un cross-site scripting quand la personne va naviguer dans le graphe des utilisateurs avec sa souris. Et s'il clique sur un nœud, à ce moment-là, ça se déclenche. Et à partir de là, je ne sais plus ce qu'il est possible de faire, mais je crois que c'est assez grave vu que c'est une application entièrement en mode web et donc on doit pouvoir facilement rebondir sur la machine après. Bon, évidemment, il y a le classique Kali Linux avec son mot de passe root et le mot de passe tour, etc. Enfin, il a pris quelques exemples assez intéressants. Par contre, il n'a pas dit si la Blue Team dans laquelle il travaille les utilise activement contre les auditeurs des entreprises de sécurité françaises. Mais effectivement, ça pourrait être rigolo. Je ne sais pas si... Oui, on prend les questions plutôt à la fin. Même si je lis le chat en même temps, donc j'essaierai de me souvenir de vos questions. Oui, on prendra à la fin. La deuxième présentation, c'était une présentation locale, puisque c'était quelqu'un de la DCN, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais donc quelqu'un de Toulon, qui faisait une thèse en fait sur la sécurité des bus industriels. Naval Group. Naval Group, merci Hervé. Toujours à la pointe des rebrandings et des rewardings. Donc c'est quelqu'un qui fait une thèse pour Naval Group sur la sécurité des bus CAN. Donc c'est des bus industriels un peu plus compliqués que du RS 232, mais voilà, donc il y a des systèmes de paquets avec des numéros d'équipement et autres. C'était une présentation très académique, très formelle, qui était très claire, mais qui vraiment reprend les grands principes de qu'est-ce que cette personne allait faire pendant ses 3 ans de thèse sur le sujet. Donc la troisième présentation, pour le coup, c'était une présentation sur l'OSINT. Et donc c'était des gens assez connus dans le milieu de l'OSINT français qui présentaient comment collecter de l'information sur Internet. Alors j'ai appris quelques trucs, par exemple sur les bases de données, de numéros de téléphone dans les différents pays, ou la manière dont on peut avoir la liste des contacts Facebook, enfin des amis Facebook de quelqu'un. Voilà, c'était plein de petites astuces pour collecter des informations dans différents pays européens. Ils sont partis d'un cas d'étude qui est celui d'un militaire belge qui a volé des lance-roquettes, qui a disparu et qui après a été retrouvé suicidé.
Et ils sont partis de ce cas-là pour déployer un petit peu tous les outils qu'il était possible d'utiliser en OSINT. Les slides, là encore, sont publics. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les lister un par un, puisque c'est surtout des... Voilà. Il faut surtout passer par des agrégateurs qui, eux... Alors, je pense, comment s'appelle ce produit très connu, Maltego, qui, lui, a les plugins, enfin, a les connexions avec tous les outils et qui fait la collecte d'informations automatiquement. Mais après, avoir le nom de chaque outil individuellement, ce n'est pas forcément utile. Quatrième présentation était sur l'ingénierie inverse, la rétro-ingénierie d'un firmware embarqué dans un équipement médical. Mais l'essentiel de la présentation n'était pas à propos de l'équipement médical, mais plutôt comment partir de la carte mère et identifier les composants importants, remonter au microcontrôleur qui est utilisé, à la datasheet sur le site du vendeur et analyser. En fait, le firmware, c'est un bloc binaire de je ne sais plus combien de mégaoctets qu'on télécharge sur le site du vendeur. Comment reconstruire en fait la structure du fichier, comprendre comment l'exécution va démarrer, etc. Alors personnellement, je viens d'un background, on va dire, dans l'électronique et l'électricité. Donc, j'ai pas appris grand-chose, mais c'était intéressant de voir en fait l'approche d'ingénieurs logiciels qui découvrent le hardware. Par exemple, ils découvrent que tous les processeurs ont une table avec des vecteurs d'interruption. Et il y a un endroit où l'exécution du processeur va commencer. Il y a un endroit où il y a la table, où il y a le vecteur d'interruption qui va être appelé en cas d'interruption matérielle non masquable. Il y a un endroit qui va être la table d'interruption masquable. Il y a un endroit qui va être appelé en cas d'événement sur l'alimentation électrique, par exemple. Et tout ça, quand on a fait du microcontrôleur PIC ou des systèmes embarqués, c'est quelque chose d'assez évident. Enfin, la première chose qu'on fait, c'est lire la datasheet et savoir quels sont les watchdogs et les tables d'interruption à initialiser et à quel endroit le code va commencer à s'exécuter. Mais pour des gens qui ont fait du haut niveau, du Windows toute leur vie, ça peut être un peu plus obscur. Voilà. Donc c'est une présentation très didactique parce que les intervenants avaient l'air de découvrir le sujet et donc ils ont extrêmement bien documenté tout ce qu'ils ont dû faire. La présentation suivante, c'était, comme son nom l'indique, le contournement de l'authentification à second facteur via SMS, par exemple. En fait, tout ce qui demande un téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les téléphones portables peuvent sont généralement associés avec les véhicules intelligents qu'on possède tous, qui permettent d'écouter de la musique en MP3, de passer des appels, de rechercher dans son carnet d'adresses, etc. Mais le corollaire de tout ça, c'est que quand on reçoit un SMS sur son téléphone, il apparaît aussi sur l'écran de la voiture. Et les voitures, en l'état actuel des choses, sont beaucoup plus faciles à pirater, du moins quand on est à proximité immédiate, que les téléphones. Donc ça permet de contourner le 2FA en ayant accès au garage de quelqu'un ou en ayant sa voiture, en sachant où est garée sa voiture. Donc c'est une présentation amusante, voilà. Un vecteur d'attaque auquel on ne pense pas forcément. La présentation suivante de Nicolaïus, bien connu puisqu'il a gagné le challenge stick plusieurs fois d'affilée, c'était une présentation vraiment dédiée au sysadmin. C'était pas du tout une présentation de reverse ou de choses comme ça. C'est quelqu'un qui, en gros, a essayé d'utiliser son TPM pour protéger ses clés SSH, ses secrets d'authentification locaux sur son Linux. Et donc, ses clés SSH, ses clés GPG, etc. Et donc, à partir de là, il détaille un petit peu l'architecture, comment ça marche sous Linux, quels sont les paquets qui existent, quelles sont les versions disponibles dans Debian, pourquoi il a dû faire des pull requests dans Ubuntu et dans Debian, parce que les versions ne marchaient pas entre elles, et donc il manquait des features qui permettaient d'utiliser pleinement les fonctionnalités. Comment est-ce qu'on fait pour implémenter en fait la protection d'une clé SSH avec un TPM de bout en bout, par exemple, parce que c'est pas aussi simple que ça, vu que la clé SSH se trouve pas dans le TPM, mais elle est simplement chiffrée localement sur la machine avec un protecteur qui se trouve dans le TPM. Et du coup, après, il y a aussi des problèmes de compatibilité entre les différents algorithmes de chiffrement. Il y en a un qui va faire de la courbe elliptique, l'autre qui va faire du pur chiffrement symétrique, etc. Donc, c'est une présentation qui est vraiment très intéressante pour les gens qui ont l'intention de reproduire, parce que tout est dans les slides, donc il y a moyen de reproduire et de mettre en place de la sécurité sur sa machine Linux.
Je ne crois pas que le cas de macOS a été traité. C'est dommage parce que pour les gens qui ont des puces à main et des touch bars avec des empreintes digitales, ça pourrait être aussi intéressant. Là, il n'y a que Linux qui est couvert, mais pour les gens qui font du sysadmin depuis un Linux, c'est vraiment une présentation qui permet de déployer de bout en bout la sécurité sur ces clés SSH. Par contre, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de reverse engineering, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de... C'est vraiment de la sécurité côté défensive. Alors, la présentation suivante était par des gens qui sont intéressés aux accélérateurs matériels sur les téléphones Samsung pour les traitements d'intelligence artificielle, donc le NPU, le Neural Processing Unit. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, donc là encore, il y avait une histoire de bloc binaire qu'il a fallu récupérer, analyser. Ils ont trouvé des failles dans l'implémentation de ce coprocesseur. Et il se trouve que ce coprocesseur a un accès, alors pas direct et permanent à la mémoire centrale, mais il a quand même des droits sur le système et il échappe à un certain nombre de contrôles de sécurité. Donc, ils ont montré un peu toutes les failles qu'ils avaient trouvées, comment se passait la communication avec Samsung, etc. C'est une présentation vraiment très, très technique. Hein. Ils ont fait le reverse engineering du système d'exploitation temps réel qui fait tourner le NPU. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas directement, ça n'offre pas de jailbreak direct du téléphone. C'est juste une faille qui doit s'intégrer dans une chaîne pour pouvoir permettre d'avoir un jailbreak du téléphone ou éventuellement de contourner des sécurités comme Samsung Knox ou ce genre de choses. Mais les failles qu'ils ont trouvées en elles-mêmes ne permettent pas de faire ce genre d'opération de bout en bout. Donc pour les gens qui sont sur le sujet, ça vaut le coup d'aller voir les slides. Pour les gens qui ne se sont jamais intéressés au sujet de la sécurité Android, je pense que ça va plus vous faire mal à la tête qu'autre chose. La présentation suivante, Fake My Ass. J'ai pensé au début qu'il s'agirait de Hijack BGP, puisque AS Autonomous System, et en fait, pas du tout. C'est une présentation sur le spoofing de localisation dans les téléphones portables. J'allais dire le spoofing GPS, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, un téléphone portable va embarquer plusieurs moteurs de localisation. Donc le GPS, mais aussi le GLONASS, par exemple, qui est obligatoire pour vendre des téléphones sur le territoire russe. Et il y a le système Galileo, je ne sais pas s'il est très utilisé aujourd'hui, mais apparemment les Chinois et peut-être les Israéliens ont leur propre constellation de satellites. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes de géolocalisation qui existent. Évidemment, leur système fonctionne très bien en laboratoire. Ils émettent en gros des signaux satellites plus puissants que les signaux existants, et donc du coup, ils sont capables de déplacer un téléphone arbitrairement. Par contre, il y a une question à laquelle ils n'ont pas vraiment répondu, c'est comment ça se passe sur un vrai système Android, c'est-à-dire un système qui tourne depuis longtemps, parce que Android utilise aussi, par exemple, les informations des bornes Wi-Fi environnantes pour améliorer, pour augmenter la précision du GPS et converger plus vite vers une localisation. Et apparemment, leur attaque est 100% GPS, donc ça marche bien contre des montres Garmin ou des choses comme ça, mais contre un téléphone Android qui a du Wi-Fi activé et qui sait à peu près où il est, potentiellement, ça ne marcherait pas aussi bien. On n'a pas eu la réponse définitive à cette question. La présentation suivante était pas très technique. Il y a beaucoup de reverse engineering, mais finalement pas très technique et surtout très divertissante. C'est la présentation d'une personne de Synactive qui a participé au challenge Pwn2One cette année dans la catégorie IoT. Donc, ce que je ne savais pas, c'est que Pwn2One, maintenant, ils ne font pas seulement les navigateurs, les hyperviseurs, etc. Ils s'intéressent aussi aux routeurs de bordure et aux équipements réseau, mais des TP-Link, Asus, etc. Des équipements vraiment entrée de gamme. Donc, les montants ne sont pas élevés. Je crois que les primes sont de l'ordre de 5 à 10 000 $, comparé à 250 000 $ pour une évasion d'Hyper-V, par exemple. Par contre, c'est des devices qui sont quand même beaucoup plus simples à attaquer. Là, effectivement, on peut parler d'échec parce que, en fait, la faille de l'année dernière, la faille qui avait été exploitée dans Pwn2One de l'année dernière, n'avait pas été corrigée par TP-Link et en fait, fonctionnait encore, sauf que personne apparemment n'avait testé. Et le vendeur a corrigé la faille 48 heures avant le concours.
qu'il est tout à fait en droit de faire. Hein. Les règles du concours disent le device sera à la dernière version disponible au jour et à l'heure du concours. Et donc, si l'éditeur sort une mise à jour 24 heures avant, elle est passée sur le device. Et donc, il y a tout un aspect gamification qui consiste en fait à avoir des failles pas trop évidentes, parce que sinon, il y a des chances que d'autres équipes les aient trouvées. Et l'ordre de passage est aléatoire, donc soit il faut être le premier à passer, soit il y a un risque qu'il y ait un bug collision avec une faille qui a déjà été exploitée. Donc, il faut des failles un peu compliquées, mais pas trop. Et donc, toute la stratégie, c'est, voilà, on trouve des dizaines de failles dans un équipement, on a des failles de l'année dernière qui ne sont pas corrigées, laquelle on va envoyer à Pwn2Own en espérant gagner. Sachant que comme tout se fait à distance, le code d'exploitation est envoyé par mail directement aux organisateurs, une semaine avant, je crois. Et donc, il y a une discussion avec les organisateurs, il faut expliquer comment ça marche, etc., quels sont les prérequis, est-ce qu'il faut laisser des netcat en écoute et autres. Et le jour J, l'organisateur lance le code d'exploitation et ça doit donner un shell dans les 30 secondes. Il y a le droit à 3 essais. Et donc, il y a toute une stratégie sur voilà, comment faire pour trouver la bonne faille, avoir une technique fiable, s'assurer que les autres équipes ne l'aient pas trouvée non plus, etc. Donc, c'était une présentation vraiment divertissante. Moi, j'ai bien aimé. Et pour la dernière présentation de la journée, je vais essayer de passer un lien externe en faisant ça. Voilà, et normalement, tout le monde voit une tête. Et maintenant, je vais faire F5. Wow, il y a un délai sensible de rafraîchissement, mais... Oui, voilà, il y a un délai, il faut que tu attendes. Là, pour le moment, ça mouline. Ah, c'est vrai, vous voyez juste un écran noir, vous? Voilà, maintenant, on voit une tête. Très bien. Alors, maintenant, je vais cliquer sur ce lien. Voilà. Bon, c'est pas très réussi, donc je vais faire F5. Voilà. On voit des chats. Voilà, vous voyez des chats. Bon, bah, je vais refaire F5. Parfait. Maintenant, je reviens sur ma présentation. Alors, ce qu'il y a de particulier dans les images que je viens de vous montrer, aussi bien les humains que les chats, c'est que toutes ces photos ont été générées par un réseau de neurones et ne correspondent pas à ne sont pas des photos prises par des utilisateurs ou des banques d'images. Donc le site, c'est thispersondoesnotexist.com, qui est un réseau de neurones entraîné. Alors je crois qu'au départ, c'est NVIDIA qui avait fait le réseau pour prouver les capacités de son hardware. Et ensuite, tout l'art consiste à avoir les images et à entraîner le réseau correctement pour qu'il génère des têtes assez réalistes. Et ça marche extrêmement bien, donc c'est extrêmement utilisé pour créer des faux profils sur Facebook, Twitter et autres. Et donc Mathis Hamel, qui travaille chez Sogeti, qui est spécialiste aussi dans l'intelligence artificielle, présente des techniques de détection pour essayer de repérer les gens qui utilisent ces images dans des faux profils. Alors, il y a une technique de détection assez évidente et assez géniale, c'est que absolument toutes les images du réseau d'entraînement ont été croppées pour que la tête soit en face. Et donc, en fait, les yeux des images sont toujours au même endroit dans l'image. Il n'y a pas, personne ne penche la tête, il n'y a pas de photos mal cadrées, etc. Toutes les photos générées par ce réseau, la pupille des yeux se trouve exactement aux mêmes coordonnées dans l'image. Bon, ça, c'est une technique de détection assez simple, qui permet qui admet des faux positifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ont les yeux aux mêmes endroits et qui ne sont pas des faux. Par contre, il n'y a pas de faux négatifs. Si les yeux sont ailleurs, ça peut être une image qui après a été recadrée ou sur laquelle du fond a été ajouté. Mais voilà. L'autre technique de détection, c'est que le réseau est quand même assez puissant, donc il met du temps à tourner, et donc le site ne génère qu'une image par seconde. Donc il suffit d'aller sur le site toutes les secondes et on peut récupérer en fait toutes les images qui ont été générées depuis la première fois qu'on a été sur le site. Évidemment, ça fait beaucoup d'images à stocker, enfin quand on est un particulier, quand on fait tourner ça chez soi, et donc du coup, Mathis propose d'utiliser en fait le neural hash, donc à peu près le même algorithme que celui qui est utilisé dans les iPhones pour faire de la reconnaissance d'images pédophiles, le scandale qu'il y a eu récemment entre Apple, le FBI et la communauté. Donc, il génère un neural hash de chaque image qui représente quelques kilooctets, et à partir de là, sur le site que j'ai mentionné dans les slides,
il a stocké depuis 3 mois en fait toutes les images générées par ce site. Alors le problème, c'est que le site, il y a 10 minutes, n'était plus accessible. Donc je ne sais pas si c'est un service qu'il a l'intention de maintenir ou s'il a été victime de bots et d'abus de la communauté. Mais voilà la deuxième technique de détection qu'il propose et qui, là, pour le coup, est aussi fiable à 99%, même si le neural hash, on peut quand même générer des collisions, mais on va dire que c'est quand même des 5. On peut générer des collisions, par contre, si on compare 2 images prises aléatoirement, il y a quand même peu de chances qu'elles matchent si elles sont différentes. Voilà. Ensuite, on passe au RAM Session, parce que dans toute conférence, maintenant, il y a des Lightning Talk, des RAM Sessions, je ne sais pas comment on peut appeler ça. La première, c'était encore Mathis Hamel, donc il parlait d'adversarial attacks. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand les iPhones quand Apple a annoncé que les iPhones allaient commencer à scanner vos photos locales avec la technique du neural hash pour repérer des images par rapport à une banque qui est fournie par le FBI, il y a eu tout un tollé de la communauté. Et l'un des problèmes, c'est que il est assez facile en fait de faire converger l'algorithme utilisé vers une image qui a le même hash. Donc, si on a la base de hash, on en prend un, on génère une image totalement aléatoire, et ensuite on calcule le neural hash de l'image, et ensuite on modifie un pixel et on regarde en fait si le hash, enfin si la valeur de correspondance se dirige vers 1 ou se dirige vers 0. Si la correspondance augmente, on sait qu'on est en train de descendre un puits de potentiel en fait et qu'on arrive vers une image qui va ressembler de plus en plus à l'image finale. Et donc en fait, au bout d'un moment, en convergeant par itération, on arrive à générer une image qui est composée uniquement de pixels aléatoires ou qui est une variation d'une image existante et qui va matcher avec le neural hash d'une image considérée comme malveillante. Et donc du coup, c'est assez facile d'envoyer une image à quelqu'un via WhatsApp et ensuite de le faire flaguer par le API. Parmi les exemples qu'il donnait aussi, il montrait un exemple d'image qui contient son propre hash. Alors ça, en fait, c'est très facile à faire parce que le neural hash, en fait, va décrire la structure de l'image. Mais du coup, si par exemple, il y a un gros carré noir dans l'image avec du texte blanc dedans, vu du neural hash, c'est juste du blanc dans du noir. Mais en fait, la structure des pixels dans le blanc n'a aucune importance et donc on peut écrire absolument ce qu'on veut. Toutes les images auront le même hash. Et donc, en fait, c'est facile de générer une image et ensuite de rajouter le texte a posteriori. Mais bon, c'est quand même une attaque amusante. Bon, la deuxième présentation était à propos de failles PHP dans SPIP. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu un mini-drama avec le site de Challenge qui s'appelle RootMe, qui effectivement a été piraté et c'était un peu un retour sur pourquoi, comment, où sont les failles et est-ce qu'il y en a d'autres. La troisième présentation, c'était quelqu'un qui avait accidentellement fait crasher le moteur PHP. Bon, je ne sais pas si... Effectivement, ça ne méritait qu'une RAM session parce que trouver des failles dans PHP, là encore, c'est pas un challenge. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle 2 fois la même fonction, qui est phare, include phare de point quelque chose. Et en fait, en appelant 2 fois de suite la même fonction avec le même argument, en fait, le moteur PHP crash. Alors, apparemment, c'est pas exploitable. Bon, en tout cas, la personne n'a pas réussi à exploiter. Mais c'est vraiment un test de base que probablement un fuzzeur un petit peu intelligent aurait pu trouver assez rapidement. Enfin, un fuzzeur qui connaît la liste des fonctions PHP et qui les appelle toutes une par une dans des ordres aléatoires aurait probablement pu trouver cette faille. La présentation suivante, donc par Antoine Servoise, qui est aussi assez connu dans le milieu, c'était sur les pépites de Yopmail, qui est un service d'adresse email jetable. Et donc, il est assez facile, en fait, comme c'est un service jetable avec des adresses qui ne durent pas longtemps, il est assez facile de récupérer des adresses ayant appartenu à quelqu'un ou d'aller consulter les boîtes mail d'autres personnes. Et on se rend compte que les gens ne sont pas du tout sensibilisés au fonctionnement du service parce qu'il y a des gens qui utilisent Yopmail pour se faire envoyer des codes de récupération Gmail ou des root accounts AWS ou ce genre de choses relativement critiques. Et le tout via une adresse que globalement n'importe qui peut lire, quoi. Ou n'importe qui peut se faire rediriger. Donc c'était là encore une présentation assez distrayante. La présentation suivante, c'était sur l'organisation d'une LAN party. Donc les plus anciens d'entre vous ont probablement connu les LAN parties
PC sous le bras avec les disques durs extractibles, les graveurs de CD, les écrans CRT. Bien, il faut savoir que les LAN parties existent encore en 2021, mais maintenant absolument tous les jeux ont besoin d'accès Internet, d'ailleurs tous les PC ont besoin d'accès Internet, tous les logiciels, etc. Et donc du coup, en termes de contraintes logistiques et d'organisation, quand on a d'un seul coup 500 personnes dans un hangar qui jouent à League of Legends et que personne ne veut avoir plus de 20 millisecondes de ping, ça devient un enfer à gérer. Enfin, c'était déjà un enfer dans les années 90 quand on avait oublié son Terminator 50 ohms et qu'on avait 8 personnes sur un câble BNC mais que le réseau ne marchait pas. Bien apparemment, rien n'a changé en 2021, c'est encore un échec. La présentation suivante, c'était par un petit jeune appelé Shutdown sur Twitter, qui présentait en fait quelques-unes de ses initiatives, dont une académie qui est en cours de rédaction en fait et qui, enfin, un wiki assez complet en fait sur les techniques de pentest et la manière dont on utilise les outils. Donc ça, c'était la première partie de sa présentation, et sa deuxième partie, c'était sur un outil justement qu'il avait conçu pour ses besoins en pentest. Donc je vous laisse regarder le site et les slides. Voilà, c'est intéressant, même si aujourd'hui, sur son wiki, il est le seul à contribuer, et donc du coup, il y a encore pas mal de boulot si on va en faire l'outil de référence sur le pentest en français. Il ne doit pas venir le présenter dans une prochaine réunion? Il est possible qu'il vienne présenter dans une prochaine réunion, mais je ne sais pas s'il va juste présenter son outil ou s'il va présenter ses deux projets. Moi, j'avais cru comprendre qu'il présentait l'outil. Charlie. La session suivante, donc, c'était en réponse à une question qui avait été posée dans la matinée, qui était « À quoi sert l'OSINT ?» À quoi sert le renseignement en source ouverte quand on est consultant en sécurité informatique? Alors, la réponse était amusante. Il y avait plein de cas d'école intéressants sur, je sais pas, trouver la position GPS exacte de quelqu'un en corrélant en fait les ombres au sol avec l'heure à laquelle a été prise la photo et la date à laquelle a été prise la photo compte tenu des éphémérides et ce genre de choses. Donc, c'était vraiment encore plein de techniques très astucieuses et très amusantes. Maintenant, j'avoue que j'ai pas été convaincu. En gros, du coup, avec les éphémérides, on pouvait trouver l'emplacement de bases terroristes au Yémen, ou en Afghanistan. Après, voilà, quand on est consultant en sécurité informatique dans une ESN française, je vois toujours pas à quoi ça sert. Mais par contre, c'était vraiment très amusant, très divertissant. J'espère qu'on aura l'occasion de venir d'avoir des gens qui font de l'OSINT venir présenter à l'OSIR pour qu'ils puissent nous convaincre que c'est une activité intéressante. Voilà. Et ensuite, la dernière présentation, c'était sur CTF Kit, qui est un outil pour pouvoir performer en CTF. Donc, un regroupement d'outils. Je vous invite à aller voir l'outil et les slides, encore une fois, si vous êtes intéressé. Personnellement, je ne fais plus de CTF. Enfin, je fais que le reverse dans le CTF, donc j'utilise que IDEA Pro. Je n'ai pas vraiment besoin d'outils pour aller faire du ROP ou des choses comme ça, quoi. Alors, les workshops, il y en avait 3 d'1 heure en parallèle. La première, c'était sur l'initiation au piratage de voitures, donc par les gens qui avaient fait la présentation sur le bypass de 2FA le matin. Donc, j'y ai pas assisté, mais effectivement, c'était à base de Buscan, de protocoles utilisés dans les voitures et autres. Pour les gens qui sont dans le domaine, je pense que voilà, c'était très hands-on, quoi. Il y avait du hardware. La deuxième présentation, malheureusement, si vous avez 5 minutes, je peux aller chercher l'accessoire. Donc, c'est quelqu'un qui fait DAMN Vulnerable IoT, qui est en fait une petite plateforme de démo pour les failles IoT. Et donc, je lui ai acheté, ça coûte 40 €, on peut commander par Internet aussi. En fait, c'est un petit PCB avec un ATmega dessus. Tous les pins sont exposés. On peut brancher des shields supplémentaires qui vont faire du BLE, du Wi-Fi, des choses comme ça. Il y a un firmware open source et l'intérêt du design, c'est qu'il est extrêmement vulnérable. Donc, on a accès au port de debug, il y a une console qui permet de rentrer dans le système, il y a des secrets hardcodés, enfin, il y a absolument toutes les failles qu'on peut imaginer dans un IoT. Voilà, donc c'est amusant.
Et le dernier, c'était un workshop sur l'OSINT, donc comment utiliser les outils en pratique, comment se créer des comptes, comment contourner les limites d'utilisation, parce que la plupart de ces outils sont payants, mais il y a quand même des essais gratuits, donc voilà, on peut gentiment abuser de scrappers d'adresses IP ou de comptes multiples pour pouvoir faire de l'OSINT gratuitement quand on n'est pas une agence de renseignement. Voilà, le CTF, bon, c'était un CTF tout à fait classique, Jeopardy, avec des challenges forensiques, des challenges reverse, des challenges web, des challenges hardware, des challenges MISC. L'équipe de Synactive a fini largement devant. Il faut dire qu'ils avaient mis le paquet. Ils étaient au moins 10 ou 12 sur le coup. Je n'ai pas copié tous les challenges, mais si ça vous intéresse, j'ai les challenges reverse. Et le meilleur pour la fin, c'était quand même le retour des conférences dans l'InfoSec. Il faut savoir que Barbac, c'est la seule conférence qui a eu lieu l'année dernière avec les assises de la sécurité. Toutes les autres conférences de 2020 ont été annulées ou étaient en virtuel. Et cette année, en 2021, à ma connaissance, c'était quand même la première conférence française en présentiel depuis le début de l'année. Et donc, c'était le retour des goodies. Donc, il y avait des goodies, il y avait des stands, il y avait des sponsors. Et du drama, bien sûr, puisque l'InfoSec, que serait l'InfoSec sans le drama? Donc, Pentester, qui a un compte parodique qui n'avait pas tweeté depuis des mois, c'est quand même fendu d'un tweet pour dire c'est scandaleux, Synactive, ils étaient venus à 20, alors, enfin, ou à 10, alors que le CTF, c'était par équipe de 5. Voilà. Voilà, donc j'ai fait que 30 minutes, mais je pense que s'il y a des questions ou si Hervé, tu veux compléter, c'est le bon moment. Alors, moi j'ai fait l'atelier OSINT. C'est vrai que vu mon grand âge, ça correspondait à mon niveau. Ce que j'espère, c'est qu'un jour on fera un atelier OSINT plus réaliste, c'est-à-dire plus axé cybersécurité. Là, on devait retrouver deux personnes recherchées, une parce qu'elle est malfaisante et l'autre parce qu'elle a disparu. Mais à chaque fois, c'était deux personnes aux États-Unis. Je pense que ce serait intéressant de le faire sur la France, parce que moi, je suis habitué à utiliser page jaune, à utiliser des annonces sur le toit, etc. Tu n'as pas coupé le son, Nicolas. Et je pense que ça pourrait être plus orienté cybersécurité. Voilà. Donc, je pense qu'on peut couper l'enregistrement. Merci beaucoup à Nicolas pour son excellente présentation.